Hey, on refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 15 août 2020, Ruisseau-Castor, Haute-Gaspésie. On refait le monde sous le soleil doré du 5 à 7 avec Rosalie Vaillancourt. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Hey, bonsoir. On a-tu le droit de dire bonsoir à 5 heures quand il fait soleil comme ça? Bonsoir à tout le monde. Merci de vous être déplacés les fesses sur les tables à pique-nique. Mon nom, c'est Chloé. Pour certains, je me suis présentée sur la plage, d'autres me connaissent peut-être. Puis j'ai Rosalie Vaillancourt avec moi ce soir. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Allô? Pour ceux qui n'avaient pas compris ou qui avaient juste entendu Rosalie Vaillancourt, puis là, ils sont venus, je vous explique que... Il n'y a pas de spectacle. Je fais pas de spectacle. Non, OK. Donc, ça va être juste comme... c'est un projet de sensibilisation à l'environnement que un OBNL de la place puis le CICHEC ont décidé de mettre en action pour venir sensibiliser les touristes de passage, comme certains peut-être, ou les gens qui résident ici dans le coin, en Gaspésie. C'est un projet de sensibilisation qui fait qu'on invite plein d'intervenants de plein de spectres de la culture, des arts, des sciences au Québec pour venir discuter d'environnement dans leur champ d'expertise qui est propre à eux. On appelle ça « On refait-tu le monde » avec une bière, avec un kombucha, avec un café. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble ce soir. Hey, il y a une baleine! Avez-vous vu une baleine là-bas? Non, mais je niaise pas cette fois-ci. T'as-tu vu? Oui, il y a une baleine, c'est vrai. On s'en fout de moi, là. On regarde la baleine là-bas. Elle va ressortir. Elle allait à gauche, à droite? Elle allait à droite. Ben, ma droite. Elle se dirigeait vers Gaspé. Hey, non, c'est pas ça. Je suis vraiment stressée que la baleine elle ressorte. Ouais, mais je veux qu'elle ressorte une fois, là, sinon j'ai l'air folle. Donc, au cours de la discussion, moi, je vais être un peu creepy. Je vais me passer à travers les tables avec une belle distanciation de 2 mètres, mais je vais vous inviter à venir poser des questions aussi à Rosalie ou à intervenir dans la discussion. Oh, excuse-moi, je suis encore buggée sa baleine, là. Elle va pas ressortir, hein? Mais il y en a d'autres qui l'ont vue ou c'est juste moi? OK, une personne. Bon, génial. Parfait, on peut peut-être passer à l'affaire d'environnement. Cool. Il y en a plusieurs qui la connaissent, mais Rosalie, tu es humoriste. Est-ce que les gens ils disent encore souvent humoriste de la relève ou là, tu dis humoriste maintenant? Mais je pense que quand tu as moins de 40 ans, c'est encore de la relève. Il faut être genre Dominique et Martin là, pour être établi, j'ai l'impression. T'es une humoriste de la relève, Rosalie? Ouais. Puis je pense que t'as fait de l'impro aussi avant. T'as un coup de j'ai fait un peu d'impro, mais moi, c'est pas ça qui me branchait. C'était vraiment écrire mes textes. Fait que je suis vraiment humoriste. Fait que être humoriste de la relève. De la relève. Jusqu'à ses 40 ans. Ce que je trouve intéressant avec les personnalités connues, entre guillemets, c'est que des fois, on les associe comme étant des personnes porteuses de messages. Puis je me demandais, qu'est-ce que tu pensais de tout ça, de cette représentation de porter des messages? Parce que comme les gens te connaissent, comme les gens te suivent sur Instagram, comme les gens te suivent sur les réseaux sociaux, des fois, tu peux avoir de l'influence là-dessus. Puis comment tu vois ça, toi, personnellement? Mais moi, je pense que les gens qui sont connus devraient faire des choses qui leur tiennent à cœur parce que sinon, ça fait fake là, quand c'est pas pour de vrai. Puis il y a aussi 2 sortes de personnes connues. Il y a les artistes puis il y a les influenceurs. Ça, c'est difficile des fois à démêler, là, parce que c'est pas la même chose pour moi. Puis je pense que les artistes, ils ont une façon de voir la vie qui amène quelque chose de plus à un message. Fait que ça peut être positif. Puis les influenceuses, ben les influenceurs aussi, mais ils peuvent juste amener des vues à un message. Fait que pour moi, c'est quand même positif quand les 2 le font. Mais je pense que les artistes, c'est des bons porte-parole pour certains messages, mais il faut que ça tienne à cœur puis que tu sois déjà informé puis que ça tienne déjà à cœur avant que le problème éclate devant tout le monde. Tu sais.
Ça t'es-tu déjà arrivé d'être porteuse de messages pour certaines choses? La thématique de notre discussion, c'est sur l'environnement. Est-ce que tu sens, toi, des fois, que tu as eu de l'influence par rapport à ça? Ben, moi, je me suis fait souvent reprocher, par exemple, quand j'avais des stories, mettons, en Thaïlande ou au Vietnam. Ben pas au Vietnam, j'ai jamais été, là, mais mettons au Japon. Ben, les gens me disaient souvent, tu sais, que c'était plate, que je voyage autant, puis que c'était polluant. Puis, tu sais, à chaque fois, je me sentais super mal. Puis, j'étais super coupable, fait que je me rachetais, tu sais, mes points carbone, là. C'était ma façon de le faire. Puis là, je m'étais regardée. Fait que je sais pas à quel point c'est parce que les gens me faisaient sentir coupable que je le faisais, mais je l'ai fait. Puis je pense que ça a été quelque chose de positif pour, tu sais, comme certaines personnes, justement, qui ont vu ça, qui ont fait « Ah, ben moi, je suis partie en France, ben je vais le faire aussi. » Mais en même temps, les gens de 22 ans qui partent en voyage, leur argent va pour le voyage, pas pour leur point carbone là, de 100 $, mettons. C'est comme s'il fallait se faire 2 budgets, un pour rembourser l'autre, tu sais. Ben, il faudrait, honnêtement. D'un point de vue moral. Oui, exactement. Est-ce que tu crois donc que les personnalités connues, que ce soit du côté influenceur, du côté artiste, devraient plus s'impliquer dans la cause environnementale? Ben, j'ai l'impression que quand ils s'impliquent, ça dépend qui, là. Mais tu sais, on se souvient tous du pacte, là, tu sais, quand il y a plein d'artistes qui sont allés signer le pacte. Je pense qu'il faut quand même avoir ça à cœur, comme j'ai dit tantôt, puis que tu le respectes. Tu sais, les gens qui vont signer le pacte en VUS, là, je sais pas, là, mais tu sais, j'ai l'impression d'en avoir vu, là, Tu sais, moi, j'ai pas signé le pacte parce qu'il y a des choses que j'étais pas prête à faire, genre pas prendre l'avion, tu sais. Fait que j'ai pas le signé, mais est-ce que ça veut dire que je vais pas le lire puis respecter certains codes? Ça, oui, ça va me tenter. Sauf qu'il faut quand même être en lien avec ce que tu dis, ce que tu fais. Puis donc, c'était un peu une question piège que j'ai demandé parce que j'ai dit, est-ce que tu crois que les artistes devraient plus s'engager dans ce combat-là? Bien évidemment, quelqu'un qui répond non va avoir l'air un peu d'un trou de cul, tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu méchant comme question, mais je trouve que tu as bien dévié ça en disant comme il faut le faire, mais bien le faire. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rebondir là-dessus sur l'idée de porter un message? Puis là, chaque fois que j'interviens la première fois pour faire inclure le groupe, tout le monde est gêné. C'est ça, c'est gênant. Là. Même moi, je suis gênée pour eux. Oui, je sais. Mais donc là, j'ai lancé la première flèche. Oh, yes! Bon, je vais casser la glace. Merci, Rosalie, d'être là. Merci. Puis, d'être là aussi. Ah, allô? Allô? Mais pour répondre, rebondir, en fait, là, j'ai pas de questions. C'est juste que, est-ce que les artistes sont responsables? Tu sais, je pense pas. Je pense que collectivement, tout le monde a à faire des actions, mais il faudrait pas mettre ça, la responsabilité aux artistes. C'est pas parce qu'ils sont sur la scène un peu devant qu'ils ont plus une responsabilité que quelqu'un. C'est juste parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites collectivement. Puis que, oui, si vous avez de l'influence, ben c'est beau de mettre ça devant, mais il faut justement que ça reste dans les valeurs de la personne. Tu sais, dire, faut faire ça, mais que personnellement, cette personne-là fait pas ça, ça sert à rien, justement. Oui, exactement. Puis l'affaire avec les artistes, ce qui est le fun quand ils portent des messages, c'est que souvent, ils sont plus écoutés que les politiciens parce que les gens, ils ont l'impression de les connaître, les gens les écoutent, tu sais. Mettons que Guylaine Tremblay a dit qu'elle plante ses arbres, ben là, les madames, ils vont vouloir planter leurs arbres. Tu sais, c'est comme, c'est des, c'est vraiment, les gens les écoutent. C'est pour ça que moi, mettons, j'ai porté des messages, surtout, mettons, pour les agressions sexuelles, ben ça a été important pour moi, puis je l'ai porté, tu sais, jusqu'au bout. Puis il y a des gens qui ont cru le message parce que j'étais là, tu sais, qui n'auraient même pas cru les filles parce que c'est des anonymes, mais vu que j'étais là, ils ont cru le message. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus délaisser le rôle des gens connus dans porteurs de messages parce que le public, là, tu sais, je parle du public, le grand public croit vraiment les artistes. Mais donc, on ressente le sujet sur l'environnement. On est-tu plus capable, pour certaines personnes, d'entendre parler de l'environnement? Puis, comme on disait tantôt, des pailles de plastique, les sacs de plastique, les petits gestes, l'aspect qui était une kitsch de protéger l'environnement, des fois, moi, j'en suis plus capable. Puis là, ça veut pas dire que c'est pas une crise, puis c'est pas quelque chose d'important pour laquelle j'ai envie de me lever debout puis de faire des choses, mais comment on peut rendre cette lutte-là
attirante puis positive, puis qu'on soit plus tanné d'entendre le même message. Mais moi, je comprends pas pourquoi les gens veulent tout le temps rendre tout sexy, là. Dans le sens que c'est quand même quelque chose... On devrait être plus alarmiste. Moi, je pense qu'on devrait montrer plus les conséquences, qu'on devrait être plus intense dans le débat, comme on est intense avec la COVID, mettons. Tu sais, les gens, ils veulent rendre ça sexy, l'environnement, mais on laisse faire, là. On rend ça comme c'est tueur, tu sais, mettons. Moi, je dirais là, vraiment alarmiste de fond en comble. Puis là, les gens commenceraient à avoir peur, puis là, les gens feraient des choses. Parce qu'avant ça, je trouve que les gens, ils font vraiment ça individuellement. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts individuels, surtout dans notre tranche d'âge, mais collectivement, c'est vraiment difficile, tu sais, de poser des actions plus, je dirais, ben, moi, je suis un peu extrémiste. Tu sais, genre, j'irais carrément m'attacher à quelque part. Tu sais, je veux dire, tant qu'à aller faire des actions un peu plus fortes, il faut vraiment les faire intenses, moi, je pense. Mais on est dans le négatif. T'sais. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais comme d'aller... Puis je dis pas que je suis d'accord ou je suis pas d'accord, j'essaie juste d'être avocat du diable des fois, mais est-ce qu'une lutte négative peut être... comme un combat négatif peut fonctionner? Bien, je m'excuse, là, je prends la parole, mais je pense que, honnêtement, le négatif là-dedans, c'est ce qu'on fait déjà actuellement. Donc, je pense que la lutte ne pourra jamais être aussi grave que ce qui se passe. Au bout d'un moment, être un peu radical dans nos actes, quand c'est quelque chose d'aussi grave, c'est normal, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ce que j'ai dit, mais mieux dit que moi. Comme... Aussi, il faut arrêter de penser qu'individuellement, on a de la culpabilité à avoir, tandis que c'est les grosses compagnies, au final, qui font les mauvaises actions. Les plus grosses mauvaises actions, c'est les grosses compagnies. C'est eux, en fait. Fait que, tu sais, c'est bon d'avoir sa pêche, ou ça bien, mais à un moment donné, si le gouvernement ne met pas un frein aux grosses compagnies puis encourage encore ces grosses compagnies-là, ben c'est pas assez radical. Bien, je rebondis sur ton commentaire de s'enchaîner, puis moi, j'étudie concrètement ça, justement. Puis... L'enchaînement? Non. Non. Bien, je viens de finir mon mémoire sur la lutte contre les changements climatiques, puis justement l'action gouvernementale, puis je parle beaucoup de l'action individuelle versus ça. Puis l'action individuelle, quant à moi, c'est tellement important parce que quand tu regardes les manifestations qu'il y a eu cette année au Québec, là, on n'a jamais vu autant de monde dans les rues, mais quand tu penses aux droits des femmes, quand tu penses le droit de vote qu'on a eu, les droits pour les gens, les droits pour toutes les personnes de couleur, ben c'est passé souvent par des actions comme ça qui ont été soulevées. Collectives dans les rues, dans pas s'enchaîner, mais comme des actions un peu plus puissantes comme ça qu'on voit de la part de Greenpeace ou d'Extinction Rebellion. Fait que moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Puis individuel ou collectif? Individuel qui mène à collectif. Okay. Je sais pas si c'est comme clair. Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites. Et on se pose beaucoup la question, notre gang, par rapport à l'art, puis l'environnement, etc. Puis, on trouve ce qui est hyper fort, c'est que peu importe à quel point on parle de sujets graves et alarmistes, c'est de montrer vers quoi on veut aller et tout le positif de pourquoi on se bat. C'est pas qu'on se bat contre quelque chose, c'est qu'on se dit non mais ça n'a pas de bon sens, on veut aller vers quelque chose de meilleur. Et ça rend le côté négatif et terrible et de toute façon on va tous mourir à non mais on peut faire tellement mieux que ça et il est temps. Comme si on n'avait pas besoin d'un environnement sexy. Il n'y a pas besoin d'être sexy, il y a juste besoin d'être bien. Tu sais. Et peut-être la lutte est pas facile et il faut se pencher, puis il faut se faire chier, puis trouver des solutions. Mais le but est sexy. Genre. Le public dynamique de cette soirée était composé notamment des circassiens et des circassiennes du groupe Acting for Climate. Leur mission est de créer un réseau d'artistes et d'activistes pour favoriser la collaboration, l'équité et l'admiration de la nature pour un avenir durable. Moi, je m'intéresse aussi à l'art engagé, puis comment est-ce qu'on peut faire pour faire de l'art engagé, puis comment est-ce qu'on peut passer un message, puis comment est-ce qu'on peut faire de l'art engagé par rapport à l'environnement, selon toi? C'est vraiment difficile, surtout en humour, là, de faire de l'art engagé vis-à-vis l'environnement, puis que les gens trouvent ça le fun. Mes blagues de poubelle ne rentrent pas tant que ça, mais je pense que, moi, par exemple, juste la façon que j'ai fait ma tournée, j'essaie de la faire un peu plus environnementale. Mettons, on écrivait dans le défi technique, là, c'est ce qu'on envoie aux salles, ben là, on écrivait pas de sac de chips, pas de bouteille d'eau, pas de nourriture qui sert à rien parce qu'on va les jeter de toute façon. Ensuite de ça, ben, au début, on prenait juste mon auto hybride. C'est quand même pas génial, mais c'est quand même mieux que rien. Puis après ça, une fois qu'on a eu un décor, un camion, ben
on embarquait toutes dedans. Là, comme on aurait pu y aller parce que j'arrive 3-4 heures d'avance pour monter le décor, ce qu'un artiste fait pas normalement. Mais moi, tant qu'à être à la maison, jouer avec mes chiens ou jouer dans une salle avec mes chiens, ça me dérange pas. J'ai pas à avoir 2 autos. Fait que c'est ça notre façon de faire aussi. Mettons, c'est bien de faire ça, mais nous, on dormait toutes dans ma chambre au début. Là, je me suis fait un chum, fait que là, on a dû comme se séparer des chambres, là, mais avec mes techniciennes, ils voulaient plus quand ils étaient là. Mais au début, on dormait toutes dans la même chambre avec mes techniciennes. Puis, tu sais, déjà là, c'est quand même, tu sais, une chambre d'hôtel, les gens savent pas, mais c'est quand même pas mal de papier de toilette, des choses qui s'ouvrent, des petits pots. Fait que juste d'être dans la même chambre, des fois, ça sauvait un tout petit peu, là, tu sais. Je pense que donner des trucs comme ça pour les humoristes en tournée, je pense que ça, c'est déjà une bonne façon de faire. Les gens ne savent pas vraiment, ils veulent faire des choses vertes, mais on n'a pas de mode d'emploi, surtout pas en humour au Québec. L'humour, je pense que c'est l'art le plus individuel. On ne se parle pas tant que ça entre nous parce que, je sais pas, là, on a les Oliviers une fois par année puis on veut juste gagner. Là. Fait qu'on se parle pas de temps, fait que c'est difficile de faire collectivement quelque chose entre humoristes. Est-ce qu'il y a des milléniaux dans la place? On dirait que je sais, à part mes parents, là, ça veut dire c'est la génération là, des gens qui ont des ordi. Là. Pas des iPads. Dans le fond, Rosalie, sur le coup, tu me demandais mais pourquoi tu me demandes à moi? Je suis pas une experte en environnement. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais des points de vue de toutes sortes de sphères, comme j'ai dit au début. Puis tu représentes non seulement le monde de l'humour en quelque part, le monde de la relève de l'humour, les 40 ans et moins en humour. Tu représentes les milléniaux en quelque part dans ton humour, dans ton discours. Puis je trouvais ça intéressant de demander, selon toi, c'est quoi notre position, les milléniaux, par rapport à ça, par rapport à cette crise environnementale-là qui nous guette depuis qu'on est des enfants, puis qui nous font faire du recyclage en première année, puis qui essaie de nous sensibiliser avec des petites choses une fois de temps en temps. On s'intéresse beaucoup à ça. Là, c'est quand même quelque chose, une démarche, comme... La plupart des choses qu'on se fait vendre, c'est c'est bio, c'est naturel, ça a été fait au Québec. Même Frank & Oak, au début, ça a pogné parce que les gens pensaient que c'était fait au Québec alors que c'est juste dessiné au Québec. Là. Mais tu sais, c'est comme ça que ça vend. Fait que, je pense que les milléniaux sont vraiment intéressés. Puis je pense que c'est dans leur consommation que ça paraît surtout. Consommation, tu sais, de produits bio, consommation de choses du Québec. T'sais, on en a vu là, cet été. Là. Moi, j'allais visiter des fermes, puis la plupart des jeunes, ils vont aussi. Là. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode, là, je dirais. Là. Mais je pense qu'il y a quand même un problème de consommation là, excessif. Donc, c'est comme si on avait quand même plus de conscience que nos parents, si on veut. Parce qu'il y en a qui ont une opinion par rapport à ce que les milléniaux représentent par rapport à la crise environnementale, par rapport à leur action qu'ils peuvent faire. Allô? Allô? Ben dans le fond, c'est ça, pour pas faire une généralisation abusive. C'est sûr qu'on a été dans le bain de la sensibilisation environnementale depuis très jeune. Puis ça fait partie un peu de nos valeurs, je pense, de mouvement. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus malléable aussi dans notre approche, du fait qu'on est plus jeune aussi. Nos habitudes sont plus propices à changer que, par exemple, des gens qui ont été vraiment dans leurs habitudes longtemps. Je dis pas qu'à 50 ans, on ne peut pas du tout changer d'alimentation puis devenir végane du jour au lendemain, au contraire. Puis je me demandais, à part recycler, pas prendre trop son auto, est-ce que toi, par exemple, Rosalie, tu aurais des conseils à suggérer comme aller plus en vrac ou justement manger moins de viande, les classiques, là, parce que c'est beau de faire un speech, mais en même temps, c'est ça, si tu toi, personnellement, tu n'as pas d'idée en tête de où est-ce que tu t'en vas, c'est dur de passer un message concret. T'sais. Ben oui, c'est clair. Ben, tu sais, moi, je pense que la première chose à faire, ben, tu sais, ça, c'est personnel, mais moi, justement, les fermes, quand je suis en tournée, ben, je vais visiter les fermes. Puis là, quand tu vas t'acheter directement à la place qui tue l'animal, ben, c'est sûr que tu en prends un petit peu moins. Puis en plus de ça, ça te sert plus longtemps parce que c'est plus cher, c'est fait ici, tu t'es déplacé pour y aller. Moi, après ça me donne pas le goût d'acheter en épicerie alors que je sais pas, il vient d'où, il vient des États-Unis, ça a été transporté. Puis en plus de ça, tu as une petite conscience un peu plus sensible à l'animal. Là.
Fait que, tu sais, ça c'est mon plus, tu sais, de la tournée. Justement, j'ai vu comment les agriculteurs fonctionnent, quelle sorte de ferme que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Puis ensuite, en tant qu'artiste, c'est aller selon ses valeurs. Tu sais, moi, il y a des choses que j'ai faites au début de ma carrière que je ne referai plus maintenant. Tu sais, comme j'avais fait une annonce pour Ultramar. Tu sais, c'est atroce parce que je pensais que c'était des dépanneurs. J'avais mal lu le speech. Je pensais que c'était des dépanneurs qui vendaient de la sludge. Puis là, c'était pour des pétrolières. Je me sentais super mal. Mais j'ai donné, genre, comme, mettons, pas la moitié, mais le 1/3 à une fondation pour l'environnement. Tu sais, je me suis sentie vraiment mal. Puis après ça, j'ai fait comme, mais là, je fais plus des choses qui vont plus dans mes valeurs, tu sais. Tu sais, le nombre de fois qu'on m'invite à faire de la pub pour des produits, là, des produits que je n'ai même pas utilisés, là, qui viennent dans des gros cartons avec plein de... Puis il y en a, là, des influenceuses, des artistes qui prennent tout. Là, ils veulent m'envoyer des T-shirts avec un T marqué dessus. Je ne vais pas le porter, je vais le porter comme pyjama. C'est pas... C'est à un moment donné aussi arrêter de vouloir montrer aux gens de consommer à outrance. Moi, ça a été mon plus. La seule chose que je fais, c'est d'accepter un peu de gin de temps en temps, du gin québécois. Je ne le ferai pas, personnellement, mettre de la pub sur mes réseaux sociaux. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que les artistes devraient davantage prendre position aussi dans ce que tu fais comme pub. Est-ce que, parce que là, tu as parlé de ta pub pour Ultramar, est-ce que ça te fait peur, ça, l'espèce de pardon de toi-même envers le geste que tu viens de faire, d'encourager, mettons, une pétrolière, mais aussi le pardon du public par rapport à des moves qui peuvent être comme discutables? Ben, je pense que les gens sont capables de... Ben, c'est sûr que je veux pas... Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir le pardon des gens, dans le sens que si moi, je me suis pardonné, ensuite de ça, c'était pas un gros contrat, là. Tu sais, c'est pas comme si j'avais été payée 100 000 pour parler des pétrolières, là. Tu sais, j'ai pas eu un gros salaire, puis c'était une journée de tournage, puis j'ai pas compris ce qui se passait. Puis j'avais 23 ans. Tu sais, à un moment donné, il faut comme faire, OK, ben là, regarde, à partir de maintenant, là, je regarde plus mes affaires, je regarde comment ça fonctionne. Puis Ultramar, ben c'est une pétrolière et non une place de sludge. C'est une bonne petite leçon. Tu sais, mes sœurs sont beaucoup plus dans les gestes. Ma sœur, elle a fait le tour de la Gaspésie en marchant. Puis, tu sais, elle a été fâchée. Tu sais, c'était plus ma famille, comment ma famille percevait ça, qui m'a fait de la peine, pas le public, tu sais, qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont pro-environnement, qui sont déçus de mon geste. Je trouve ça plate, mais c'est pas mal moins pire que mes sœurs. Pour revenir à la question de éco-responsabilité chez les milléniaux, je suis restée accrochée sur cette idée que les milléniaux sont plus malléables puis plus éco-responsables en général que nos parents. Moi, je ne suis pas certaine. On consomme quand même beaucoup dans les arènes de la technologie, des déplacements en avion. Et je ne sais pas s'il y a un site web ou des gens qui ont fait le calcul de ces consommations-là par rapport aux gens plus vieux. Oui, aux gens plus vieux qui consomment plus de papier de toilette, je ne sais pas. mais je pense que il faut quand même pas se voir comme des jeunes héros de la situation, parce que ça peut être dangereux, premièrement. Puis aussi, les données sont hébergées à quelque part, les serveurs, puis on pense que le numérique nous sauvera. Puis ça aussi, je pense que c'est une pensée dangereuse, parce que justement, ça coûte beaucoup pour faire marcher un édifice qui va héberger les données. OK, ça consomme aussi. Puis les déplacements, on est accroché à ça, notre génération. Du coup, je pense que ce sont deux arènes que je peux penser, qui viennent à mon esprit en ce moment, où on a du travail à faire en tant que milléniaux. Je suis complètement d'accord. Là. Je veux dire, ma mère faisait du compost avant que ça soit fait dans la ville, puis elle en parlait aux gens. Puis c'est des gestes qui étaient avant que les gens fassent ça. Bien, il y en avait qui le faisaient déjà. Là. Il y a 40 ans, l'ami à ma mère disait à tout le monde de planter des arbres pour le lac, mais personne ne le faisait. Là. Puis c'est pas notre génération, justement. On a à apprendre de chaque génération. Puis je suis complètement d'accord avec ça. Là. Je pense pas qu'on est géniaux sur... Je pense que la COVID aurait peut-être aidé à ça, justement, que les gens
les jeunes, en fait, sortent de Montréal, voient un petit peu plus le Québec. Mais donc, au final, le point, c'est que ça ne serait pas nécessairement juste une question de génération. On n'a pas besoin de nous diviser par milléniaux. Puis je posais la question à savoir si on s'identifiait à un mouvement par rapport à l'environnement, mais c'est pas nécessairement question de génération non plus. Mais je pense que chaque génération a des empreintes différentes. C'est tout. Je voulais juste rajouter un petit truc d'information parce tu avais demandé s'il y avait d'autres informations par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire comme individu. Puis il y a juste un truc qui s'appelle Drawdown. Puis c'est un site web que tu peux trouver de 1 à 100 toutes les choses qui ont le plus gros impact sur l'environnement en tant qu'individu et en tant que gouvernement. Puis c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à découvrir là. Merci. Je suis contente de venir en discussion, mais je pense qu'il y a quelqu'un... il y a sûrement plein de gens qui auraient pu mieux parler, qui sont plus informés. Juste moi, j'ai pas fait d'études là-dedans du tout. Là, je pense qu'ils auraient beaucoup mieux parlé que moi aujourd'hui. Dans le sens que je pense que les gens veulent savoir aussi, moi c'est surtout dans l'art, qu'est-ce que j'ai pu faire, mais d'avoir ces problèmes-là, je trouve ça tellement grand, puis je sais tellement pas quelle action faire. J'ai le goût, de faire des actions un petit peu plus collectives qu'individuelles. Je pense que rendu ici, comme mes actions individuelles, je les ai faites. Il y a tout en place amélioration, mais collectivement, je trouve ça plus difficile de faire des choses ensemble parce que les gens qui font des choses ensemble, c'est tout le temps les mêmes, Encore aujourd'hui, je pense pas qu'une personne ici est un grand consommateur, est un pick-up, oui. Mais dans le sens que je pense qu'on parle encore de problèmes avec les gens qui sont intéressés aux problèmes, Mais l'idée, c'est qu'il y a plein de gens qui, comme toi, se retrouvent dans la situation de pas nécessairement avoir tous les outils pour répondre à ces questions-là. Puis l'idée de la discussion en ce moment, c'est pas de trouver des solutions parfaites, c'est juste de se rendre compte qu'on a tous nos limites dans nos champs d'expertise, puis on a tous des questionnements par rapport à ça, puis d'ouvrir la discussion en public, c'est ce que je trouvais intéressant pour qu'on puisse brasser des idées. Donc, c'est intéressant de savoir en tant qu'humoriste comment toi, tu le vis de ton côté sans être expert dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'on est rendu à une époque où il ne faut plus penser seulement à l'individu, mais au collectif. C'est pas juste des individus, on fait nos petits trucs comme, je recycle, je fais mes petits trucs, mais je pense que c'est rendu le moment de penser en gros puis de changer en gros. C'est le gouvernement, les municipalités, les groupes, les regroupements d'artistes. Il y a plein de trucs qui se passent puis qui se font. Puis je pense que c'est le temps d'aller vers là puis d'instaurer la meilleure manière de faire. Mais comment on fait quand même les partis ils sont gênés de parler de l'environnement parce que sinon, ils ne se font pas élire? Je pense que c'est les moyens de pression. Comme tu disais tantôt, c'est des actions radicales, Ouais, des c'est trucs ça. comme ça qui vont faire changer. Puis de montrer l'exemple comme des groupes. Il y a comme un truc en art. On est une gang d'artistes aussi, là. Puis la scéno, tous les scénos de spectacles qui se passent, en général, tu as ça pour un mois, quelques semaines, puis après ça, tu jettes tout. Là. Ouais. Ça, c'est un nombre, c'est immense, tout ce qui est gaspillé là-dedans. Puis il y a un truc qui s'appelle éco-scéno, qui recycle tout. Ça, c'est une manière de faire aussi, qui est pour les artistes, pour le groupe du spectacle, un truc qui est comme visionnaire, je crois, qui pense qu'on devrait aller dans cette direction-là. Oui. Même chose pour à la télé, je pense que c'est 1000 fois pire que les spectacles, là, mais ouais. Et tu as raison qu'en tant qu'artiste, c'est hyper dur parce que c'est pas notre expertise du tout. Et il y a beaucoup le sentiment d'imposteur de dire « mais je m'y connais pas assez, pourquoi moi je parlerais de ça ?» Mais on a cette place où, en fait, l'art, c'est hyper rassembleur. Fait d'amener plein de gens à un événement parce que ton nom est connu. Et ensuite, à cet événement, de dire « hey, juste après mon show, il y a une discussion super chouette où on ose parler de ces sujets-là et on va écouter des personnes qui, eux, ils ont étudié là-dedans, puis ils vont nous dire des choses concrètes. » En tout cas, nous, c'est un peu le truc qu'on essaie de mettre en place, de créer ces événements, ces petites bulles où ça devient OK de parler de ces sujets-là et ça devient trendy et ça devient rassembleur et on crée une communauté qui a plus peur de se questionner ou de se sentir jugé parce que aussi c'est un safe space de dire on n'est vraiment pas tous parfaits puis c'est difficile, mais qu'on utilise cette place sous le spotlight pour dire comme je fais mon show qui a peut-être pas rapport du tout à l'environnement, mais ensuite tout l'événement organisé autour peut s'y rapporter et ça je trouve que c'est une chouette place à être. Non, tu as bien raison. Je trouve juste difficile, par exemple, de choisir quel enjeu prendre. Parce qu'il y en a tellement, tu sais.
tu peux pas être partout, tu peux pas faire tout. Tu sais, mettons, j'ai beaucoup parlé de féminisme, j'ai beaucoup parlé d'agression sexuelle, j'ai beaucoup parlé surtout d'immigration, de racisme. Fait que c'est difficile de donner partout égal, puis aussi veux pas, je fais de l'humour pour un grand public. Faut rendre ça attrayant pour même les monsieur, madame un peu plus qui ont pas envie d'entendre parler de ça. Fait qu'il faut rendre ça pas attrayant, mais genre accessible, exactement, merci. Accessible, la façon la plus accessible de le rendre, puis ça, c'est vraiment difficile à trouver. Je pense que quand je vais l'avoir trouvé pour l'environnement, ça va bien aller, sauf qu'en ce moment, je le cherche encore, puis c'est aussi dans ma manière de faire, de laisser mijoter ça, de trouver la bonne façon de le faire. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, il faut quand même se questionner sur les enjeux qu'on veut faire, parce que je peux pas tous les faire, là. À un moment donné, ça devient lourd à porter. Aussi, il faut que tu sois informé. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, tu sais. Est-ce que tu t'imaginerais faire un show d'humour autour de ce sujet-là? Ou, ça, c'est déjà une première question. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec d'autres humoristes? Comment est-ce qu'on pourrait rendre toutes nos initiatives plus écologiques, environnementales? Ou comment est-ce qu'on incorpore ça dans notre métier? Pour faire un show complet sur l'environnement, je ne sais pas encore. Ça serait un de mes projets futurs, peut-être. Ça va être dur à écrire, je dirais. Mais je pense que ça serait, peut-être un numéro, déjà là, ce serait bien. Mais pour ce qui est des humoristes, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aussi avec l'humour au Québec en ce moment qui sont difficiles à parler avec les autres humoristes, je dirais. Je ne sais pas comment dire ça comme pour que ça soit correct de le dire, mais je pense que les discussions de loge sont il fait beau, ouais. Tu sais, ça reste assez platonique. J'ai eu des discussions sur l'environnement, c'est surtout sur les tournées, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus vert. Comme j'ai dit tantôt, François Bellefeuille en parle un petit peu. Il y a un podcast sur Radio-Canada qui est quand même assez intéressant, mais sinon, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de discussion entre humoristes. Tu sais, encore une fois, si on ne nous donne pas quelque chose de clair à faire, personne ne va le faire, tu sais. S'ils disent juste demandez pas de bouteille d'eau dans vos loges, il faudrait que ça soit comme obligatoire. À un moment donné, je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens font pas l'effort, c'est pas obligatoire. Puis toi, personnellement, si tu pouvais refaire le monde ou une partie du monde, tu referais ça comment? Ben là, c'est un petit peu dur à porter, là, comment? Juste, ça peut être un petit aspect, ça peut être un petit truc que tu dis, ah, ben ça, c'est mon combat à moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de refaire par rapport à l'environnement. Bien, c'est sûr qu'il y en a parlé d'une façon qui est attrayante pour tout le monde, qui est le fun, qui donne espoir surtout, là. C'est que je trouve qu'il y a peu de messages d'espoir en ce moment, tu sais. Puis juste le combat aussi, c'est de l'espoir. Déjà, de se dire comme, crime, j'ai le goût de faire quelque chose, c'est quand même de l'espoir, là. Tu sais, au moins, il y a une action qui se prend. Ça serait déjà bien, là. C'est comme ça que j'aimerais refaire le monde un petit peu, c'est de prendre part à des actions collectives. Même, peut-être pas me rendre en prison, là, mais tu sais, de faire des actions un petit peu plus intenses que ce que je fais en ce moment, j'aimerais peut-être ça, là. Donner une voix un petit peu plus ou, tu sais, de donner pas de l'importance, mais que ça soit plus vu parce que, honnêtement, Hollywood PQ, je pense pas qu'ils vont parler d'une manif environnementale si il n'y a pas Guy Lepage en avant, là. Ça m'amène vers ma dernière question, qui était un peu plus d'actualité. Désolée pour tous ceux qui sont tannés de parler du coronavirus. Moi aussi, je suis tannée d'en parler, mais je trouvais que ça s'alliait bien dans le contexte. Parce qu'on parle souvent de la crise environnementale. On utilise le mot « crise » pour la décrire quand on est réaliste, je crois. Puis, on parle de la crise du COVID-19. Donc, les deux, c'est une crise. C'est des façons de réagir à des crises qui sont, je crois, en ce moment très différentes. Il y a des échelles de temps qui sont différentes. Parce que je crois qu'au niveau de la crise environnementale, tout se fait avec plus de temps. Les impacts se voient sur un long moment. Donc, on ne voit pas nécessairement l'impact de ce qu'on jette tout de suite, mais l'accumulation avec le temps de toutes les générations, là, on réalise, il y a des plages pleines de plastique, là. On réalise, mais ça fait des années que ça s'accumule. Donc, l'échelle de temps est différente que ce qu'on a connu avec l'échelle du COVID-19. Il a fallu qu'on réagisse rapidement. Je ne sais pas si c'est tant le temps que c'est que ça se voit. J'ai l'impression que les gens, ils manquent tellement d'empathie envers les autres que si ça ne touche pas leur affaire ou leur famille ou leur bien,
ça va pas les toucher, tu sais, alors qu'il y en a des morts, il y en a full des morts là, environnementales, sauf qu'on n'en parle pas parce que c'est pas des gens qu'on connaît. C'est pas tant la crise du COVID ou la crise environnementale, Mais donc, ma question était est-ce qu'on devrait réagir de la même façon qu'avec la crise du COVID pour l'environnement pour être efficace? Mais ça serait efficace, mais qui veut faire ça? Quel gouvernement va vouloir réagir de même? Personne n'est d'accord, tu sais. Je pense que personne ne va vouloir faire son effort. C'est ça le problème. Il faut que ça soit des lois hyper strictes par un gouvernement qui fait ça aux compagnies, aux grosses. Est-ce que tu crois que la notion de culpabilité, des fois, on ressent, là, ben, je me sens coupable, par exemple, dans l'idée du COVID, de faire certaines actions, d'oublier, j'ai oublié mon masque, je me sens coupable. J'ai été touchée de quelqu'un trop proche, je me sens coupable. Il y a une notion de culpabilité qui vient avec ça, puis qui provient de la gestion de la crise. Mais je pense que la culpabilité, je pense que tout le monde l'a, là, la culpabilité environnementale. Je pense que tout le monde l'a déjà, puis qu'on en a vraiment beaucoup parlé, que les gens se sentent coupables, tu sais. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne se sentent pas coupables, mais c'est les mêmes qui pensent que ça n'existe pas, le coronavirus. Tu sais, c'est le même genre de personnes. Encore là, moi, je pense que la peur... Je pense que les gens n'ont pas assez peur de la crise environnementale, comme ils ont peur de la crise du coronavirus. Dans ce qu'on dit depuis tantôt, il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans quand on parle de l'idée de responsabilité et de culpabilité. C'est qu'on oublie aussi que de pouvoir parler d'environnement ou de poser des actions concrètes pour l'environnement, c'est aussi un privilège que beaucoup de familles n'ont pas. Et par rapport à la crise de la COVID-19, mais ces familles qui ne peuvent pas forcément poser des actions concrètes pour l'environnement, là, elles sont directement touchées. Ce n'est pas le cas avec l'environnement. Et c'est comme ce que tu disais tantôt, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de culpabilité sur les gens, sur les individus, en mettant ça de côté, le fait toutes les différences de richesse qui existent déjà et qui sont super présentes, alors que les personnes les plus polluantes et les actions les plus polluantes, elles ne sont pas spécialement causées par ces individus-là qui ne peuvent pas penser à tout ça tout le temps, quoi. Oui, je suis chanceuse d'aller chercher ma viande à la ferme, là. Par rapport à ça, mais aussi pour revenir sur ce que tu as dit tantôt, il y a tellement de causes à focusser dessus, c'est dur d'en choisir, mais je pense qu'il ne faut pas se poser cette question-là parce qu'il ne faut pas choisir. Pour moi, c'est un privilège de dire « Ah, ben il y a juste ça ». Mais non, parce que c'est toute une intersection. C'est comme le féminisme intersectionnel. Tu sais, il y a des femmes noires. Tu sais, c'est pas... Ils peuvent pas choisir de soit être des femmes ou noires. Ou... Qu'est-ce que je vais être capable de parler oui. Aussi, là. Mais je pense que juste toujours focusser, ça fait pas nécessairement du bien toujours. Non, je pense que tu peux tout amener. Mais tu sais, moi, j'y vais en blague aussi, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est juste, si ma blague fait pas du mal à une cause, c'est déjà bien, tu sais. Ouais. Mais c'est plus pour dire que je pense pas qu'il faut nécessairement faire le choix de quel qu'on parle. De quoi je pense que ça peut tout être ensemble. Oui, ça peut tout être ensemble. C'est juste qu'il faut le faire de la bonne façon. Puis c'est ça qui est... Faut prendre le temps. Quand tu veux faire une blague ou un texte qui est un peu plus... tu sais, par exemple, j'ai un texte en ce moment sur les violences conjugales, mais ça m'a pris 6-7 fois plus de temps à écrire que mon texte sur le McDo, là, tu comprends? C'est super long, c'est super difficile. Il faut que tu ailles chercher les informations. Il faut que ça soit sensible. Il faut que tu fasses vérifier ton texte par plusieurs personnes. Fait que ça, c'est du temps de plus quand même qu'il faut prendre. Puis oui, tu as raison, on peut parler de tous les sujets, mais aussi, il faut quand même que tu aies la conscience d'avoir la sensibilité de pouvoir aborder ce sujet-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres rebondissements, des gens qui ont encore envie de poser des questions à Rosalie? Ou des affirmations... plus intelligente que ce que j'ai dit pendant. Je sais qu'il y a un site internet qui s'appelle l'Impact, je crois, où ils ont. C'est plus pas le soccer, là. Non, pas ça. Ils ont fait différents niveaux où tu peux t'engager pour l'environnement. C'est surtout pour la musique, mais ça vaudrait le coup de se re-questionner dans tous les autres arts et puis les différents besoins qu'on a qui vont avec. Mais ils ont fait différentes feuilles de route où disant, si tu veux t'investir un petit peu pour l'environnement, ben, tu peux demander, oui, les bouteilles d'eau, les machins, les bidules. Et si tu veux t'investir plus, voici les actions concrètes que tu peux faire. Et si tu veux t'investir encore plus. Et c'est cool parce que ça fait des phrases concrètes. Parce que, tu sais, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est souvent les jeunes, tu sais, humoristes, comme moi qui n'ai pas encore une grosse tournée, alors qu'il y a des humoristes que c'est...
tu sais, leur tournée, c'est 600, 700 spectacles sur 4-5 ans. Puis, tu sais, il n'y a aucune action qui a été prise. Puis là, tu arrives, toi, qui en fait 50 spectacles, puis il est comme, tu devrais pas demander de bouteille d'eau. Fait que, tu sais, des fois, il faut avoir comme quelqu'un un peu plus haut gradé avec qui a peut-être une façon plus, tu sais, c'est ça, qui est plus claire, qui arriverait. Et de pouvoir dire aux gens, non, mais il y a une charte qui existe. Ouais. Déjà, juste quand c'est installé, dire, je sais pas si tu peux mettre un tampon vert sur ton show ou dire, moi, je suis tel truc et juste faire la promotion de cette chose-là, puis que de plus en plus d'artistes disent, ah, mais est-ce que toi, en tant que salle de spectacle, tu suis ce truc-là? Mhm. Et même s'ils finissent par dire non, ça Mhm. confronte et ça dit comme, mais ça Ouais. existe. Les l'impact. artistes, c'est ça, notre chance, c'est qu'on peut prendre la décision. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de boss. Tu sais, on peut choisir un peu comment on veut faire notre tournée, un peu comment on veut faire notre métier au complet. Là. Fait que c'est vraiment la meilleure façon, c'est d'être artiste. Commentaires, insultes, dons d'argent. Don d'argent? Non? OK. Je remercie beaucoup, Rosalie, de t'être prêtée au jeu. Merci. C'est C'était très stressant, je dois avouer. Mais c'est super le fun de pouvoir jaser plein de gens différents puis d'avoir l'opinion de tous. Puis les blancs aussi de tous. On peut pas tout connaître, puis c'est bien correct, mais de le savoir, ils se situent où dans le spectre des sciences, des arts et de la culture au Québec. Mhm. C'est qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas. Ouais. Merci beaucoup. C'est génial. Merci! Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle-Ruisseau-Castor ainsi que l'Auberge festive Sea Shop. Je remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Family Prix Extra de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de production cinématographique Parallœil de Rimouski, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Hey, toi là, avant que tu partes, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Dominique Lamontagne. On va jaser de ferme impossible avec cet artisan fermier installé à Sainte-Lucie-des-Laurentides.